Les caméras s'allument à Ouagadougou. Ce n'est pas seulement un procès. C'est un instant où le secret commence à mourir. Pour Henry Damiba, l'ancien président tombé, se tient face à la conséquence brute de ses choix. Il croyait que le pouvoir était un héritage. Aujourd'hui, il découvre que c'était une dette. Mais l'enjeu dépasse un homme. Ce procès télévisé est un avertissement continental. Une question posée à toute l'Afrique, la transparence peut-elle devenir la norme ou restera-t-elle une exception dangereuse? Depuis des mois, des murmures traversent les capitales ouest-africaines. Quels noms vont surgir? Quels comptes bancaires vont être exposés? Quelles conversations vont être rejouées comme des preuves? Et non des rumeurs. La décision de diffuser ce procès n'est pas un geste impulsif. Ce n'est pas une émotion, c'est une stratégie. Ibrahim Traoré a compris une chose simple, la justice enfermée nourrit la suspicion. La justice sous lumière crée une confiance impossible à ignorer. Quand les investisseurs demandent si l'état de droit existe, ils ne veulent pas des discours. Ils veulent une démonstration. Quand les jeunes Africains demandent si l'impunité est éternelle, ils ne veulent pas des promesses. Ils veulent un exemple. Et cet exemple commence ici, car une fois que l'on voit l'obligation de rendre des comptes, on ne peut plus faire semblant. Quand la transparence devient visible, l'opacité devient insupportable. Ce tribunal n'est pas une scène juridique, c'est un seuil. Et une fois franchi, rien ne revient en arrière. L'extradition de Damiba depuis le Togo n'a pas été un simple transfert. C'était une chorégraphie diplomatique froide, précise, pas de peine de mort, mais aucune échappatoire. Le Togo savait que son choix serait jugé autant que le procès lui-même. Ils ont choisi la transparence plutôt que la complicité. Parce qu'à partir du moment où la lumière existe, rester dans l'ombre devient un crime politique. Mais ce qui rend ce procès historique n'est pas seulement sa diffusion publique, c'est ce qu'il menace de révéler. Depuis janvier, co-conspirateur après co-conspirateur apparaît à la télévision nationale. Chaque confession arrache une couche supplémentaire du réseau. Chaque visage parle. Et derrière chaque visage, un système respire. La piste financière traverse plusieurs capitales. Les communications franchissent les frontières. Les institutions touchées sont celles qui préfèrent fonctionner dans le silence. Les sources de renseignement murmurent que les dossiers contiennent plus que des comptes. Ils contiennent l'architecture entière de la corruption en Afrique de l'Ouest, un fleuve toxique nourri par la pauvreté des peuples, enrichissant les palais des puissants. Et c'est cela qui provoque la panique, car ce n'est pas Damiba qui inquiète les capitales voisines, c'est leur propre reflet. Pendant des décennies, ces réseaux ont agi en supposant une chose, leur coordination resterait invisible, leur financement introuvable, leurs marionnettes intouchables. Mais la transparence fait une chose terrifiante, elle rend l'invisible brutalement réel. Les jeunes regardent. Et cette attention est plus dangereuse qu'une armée. Au Nigeria, des activistes qui ont osé exprimer leur solidarité ont été arrêtés. Le message était clair, ne regardez pas vers le Sahel avec espoir. Ne demandez pas pourquoi vos propres dirigeants ne peuvent pas offrir ce que Traoré impose, mais plus il serre le poing, plus les questions s'échappent. Pourquoi la transparence les menace-t-elle autant? Pourquoi l'obligation de rendre des comptes les rend-elle nerveux? Pourquoi un capitaine de 37 ans expose-t-il le vide de leurs prétentions démocratiques? Ce procès est plus qu'une procédure. C'est un nouveau standard. Et quand un standard naît, l'ancien monde commence à mourir. Le moment le plus explosif ne viendra peu, être même pas de Damiba. Il viendra d'un document, un dossier si complet, si précis, que sa lecture publique pourrait déclencher un effet domino à travers toute l'Afrique de l'Ouest. Les services de renseignement en parlent à voix basse. Comme on parle d'une arme que personne ne voulait voir apparaître, parce que ce fichier ne contient pas seulement des preuves, il contient l'ADN d'un réseau, une corruption organisée comme un gouvernement parallèle. Quand il sera ouvert dans cette salle de Ouagadougou, il révélera qui a financé la conspiration, comment l'argent a circulé et ce qu'il était censé acheter. Les traces bancaires s'étendent d'Abidjan à Abuja. Des comptes européens, des transferts informels, des chemins supposés invisibles, mais la transparence rend tout lisible. Et les montants ne sont pas symboliques. Ce ne sont pas quelques milliers, ni même quelques centaines de milliers.
Ce sont des millions de dollars mobilisés pour déstabiliser un pays dont le crime était simple, choisir la dignité plutôt que la dépendance. Mais l'argent n'est qu'une moitié. L'autre moitié, ce sont les communications, des appels, des messages, des coordinations, et soudain, une vérité se dévoile, ce coup n'a jamais été seulement une affaire interne au Burkina Faso. C'était une opération pour empêcher un exemple de se répandre, car un exemple est contagieux. Ah, bouge. La panique ne vient pas d'un désaccord philosophique. Elle vient de la peur que la jeunesse nigériane commence à poser des questions impossibles à contenir. Pourquoi notre richesse pétrolière ne produit-elle pas ce que le Burkina construit? Pourquoi leur souveraineté semble concrète et la nôtre théorique quand les jeunes voient des centrales solaires surgir du sol burkinabé, quand ils voient une industrie locale créer de l'emploi, quand ils voient un leader parler sans excuse aux puissances internationales, ils commencent à se demander pourquoi cela paraît interdit chez eux. Cette question devient un danger politique. Et Abidjan n'est pas plus calme. Certains cercles ivoiriens voient la transformation du Burkina comme une menace directe. Comment expliquer à votre peuple que les cultivateurs de cacao souffrent alors que le voisin restructure son agriculture? Comment justifier des décennies de dépendance quand la frontière prouve que la souveraineté est possible? Ce procès fait tomber les masques. Il révèle que la stabilité n'était pas l'ordre. C'était le silence. Et une fois que le silence se brise, les régimes construits dessus commencent à trembler. Prenons une seconde, pas pour ralentir, mais pour comprendre le poids de ce qui se joue. Ce procès ne révèle pas seulement une conspiration. Il détruit une fiction, la fiction selon laquelle les coups d'État sont toujours internes, la fiction selon laquelle la corruption est une fatalité culturelle, la fiction selon laquelle l'Afrique ne peut pas supporter la transparence. Ce tribunal est en train de prouver le contraire. Quand les mécanismes d'ingérence sont exposés en pleine lumière, quelque chose change, la souveraineté cesse d'être un slogan, elle devient une infrastructure. Et en télévisant tout, Traoré envoie un message stratégique, la force n'a pas besoin d'opacité. La puissance n'a pas besoin de secret. L'ancienne école gouverne par réseau, la nouvelle gouverne par institution visible. Ce n'est pas un style, c'est une rupture historique. Les implications économiques sont immédiates. Pendant des années, les investisseurs ont parlé de déficit de transparence en Afrique, comme d'une excuse permanente, mais ici, ils voient une démonstration complète, justice ouverte. Preuve documentée, processus public. Ils assistent à quelque chose qu'ils pensaient impossible, un État africain qui se juge lui-même avec rigueur. Et cela crée une ressource plus rare que l'or, la confiance institutionnelle. Quand un partenaire international sait que les décisions ne peuvent pas être cachées, quand les engagements sont publics, quand la corruption devient un risque plutôt qu'une norme, l'investissement change de nature. On passe de la prudence à la transformation, mais l'impact le plus profond n'est pas financier, il est générationnel. Car les jeunes Africains ont grandi avec un poison mental. C'est comme ça. La corruption est inévitable. L'impunité est le prix de la stabilité. Ce procès pulvérise cette logique. Quand un capitaine de 37 ans applique la justice avec plus de rigueur que des présidents vieillissants protègent leurs intérêts, les excuses s'effondrent. La jeunesse ne regarde plus un procès. Elle regarde un miroir. Et ce miroir pose une question insupportable au régime voisin. Si le Burkina peut, pourquoi pas nous? C'est cela qui terrifie. Parce qu'une fois qu'un peuple a vu l'exemple, il ne peut plus désapprendre. Quand la transparence devient réelle, l'opacité devient suspecte. Quand l'obligation de rendre compte devient visible, l'impunité devient une honte. Ce procès n'est pas une punition du passé. C'est une norme pour l'avenir, et toute norme finit par devenir une arme politique. La réaction des capitales voisines révèle tout. Ce n'est pas la justice qui les inquiète. C'est le précédent, parce qu'un procès télévisé, ce n'est pas seulement une sanction, que est une contagion. Quand les peuples voient des dirigeants répondre publiquement, ils commencent à exiger la même chose ailleurs. Et c'est là que le choix devient brutal. Deux modèles se font face. D'un côté, l'ancien système gouverné par réseaux invisibles, rendre des comptes à des parrains extérieurs plutôt qu'aux citoyens, développé par dépendance plutôt que par dignité. De l'autre, un modèle qui émerge avec Traoré, institution transparente, responsabilité directe, souveraineté assumée sans excuse.
Et l'ancien modèle comprend que ce procès est une attaque existentielle, parce qu'une fois que l'on voit la vraie accountability, la fausse démocratie devient une performance grotesque. Les jeunes font la comparaison en temps réel, ils voient Ouagadougou ouvrir ses dossiers pendant que leur propre gouvernement ferme leurs portes. Ils voient le Burkina poursuivre la corruption pendant que d'autres protègent les corrompus comme des alliés. Ils voient un capitaine affirmer que la force vient de la lumière, pendant que des présidents répètent que la force exige le silence. Cette comparaison est insupportable pour l'ancien ordre, ils peuvent survivre aux sanctions, ils peuvent gérer la pression internationale, mais ils ne peuvent pas survivre à la perte de légitimité intérieure. Et cette légitimité s'évapore quand les peuples découvrent ce que le leadership authentique ressemble réellement. C'est pour cela que la résistance est si féroce, ils ne cherchent pas seulement à attaquer Traoré, ils cherchent à éliminer l'exemple. Mais leur panique prouve exactement ce qu'ils essaient de nier. Si la transparence affaiblissait, ils l'encourageraient. Si l'obligation de rendre compte était inutile, ils l'adopteraient. Leur opposition est une confession et voici la pression du futur. 3 scénarios s'ouvrent. Si ce modèle est accepté, alors la norme change. Les procès publics deviennent possibles. Les réseaux offshore deviennent vulnérables. Les jeunes exigent des standards irréversibles. Si ce modèle est rejeté, alors les anciens systèmes reviendront avec vengeance. Ils comprendront que seule la destruction de l'exemple leur garantit la survie. Si le continent reste silencieux, alors la corruption redeviendra normale. Et ce procès ne sera qu'une parenthèse, pas une révolution. Parce qu'une fois que l'impunité revient, la transparence cesse d'être une option. Ce tribunal a déjà déplacé le fardeau de la preuve. Ce n'est plus au peuple de demander « est-ce possible ?», c'est aux dirigeants de justifier pourquoi ils refusent « it's là ». C'est un renversement historique. Ce procès ne condamne pas seulement Damiba, il condamne une méthode de gouvernance entière. Quand le public découvre combien d'argent a été dépensé pour empêcher la transformation burkinabé, il comprend la valeur réelle de cette transformation. Quand il voit jusqu'où les réseaux iront pour préserver leurs privilèges, il mesure le courage nécessaire pour les affronter. La question n'est plus « l'Afrique peut-elle avoir la transparence ?» La question devient « qui ose encore défendre l'ombre ?» Le verdict rendu à Ouagadougou n'a pas simplement clos une affaire, il a ouvert une époque. Quand Damiba a fait face aux conséquences sous l'œil de tout un continent, quelque chose s'est déplacé dans l'esprit africain. Chaque dirigeant corrompu a senti le sol bouger, parce que le message était clair, l'âge de l'invisibilité touche à sa fin, les révélations ont dépassé toutes les attentes. Non après non. Pas seulement des exécutants locaux, mais des architectes régionaux, pas seulement des financiers discrets, mais des institutions complices. La toile qui avait prospéré dans l'obscurité s'est retrouvée exposée sous une lumière si violente que le déni est devenu impossible. Mais le moment le plus puissant n'était même pas une confession. C'était le simple fait que le procès existait, car en choisissant la transparence plutôt que la convenance, Traoré a démontré quelque chose d'insupportable pour l'ancien ordre. La force et l'éthique ne sont pas ennemis. La souveraineté et la responsabilité ne se contredisent pas. Elles se renforcent. Les investisseurs internationaux, habitués à parler de déficit de gouvernance en Afrique, ont soudain observé une gouvernance qui dépasse les standards globaux. Ils ont vu un État qui ne se cache pas derrière le secret quand la justice frappe, et les engagements économiques, longtemps gelés, ont commencé à affluer. L'ancien calcul s'est brisé. Les capitales qui espéraient voir Traoré affaibli ont observé l'inverse. Sa légitimité s'est durcie, son influence s'est élargie. Mais le séisme le plus profond est ailleurs. Dans les rues, dans les campus, dans la jeunesse, parce qu'à partir de cet instant, les jeunes ouest-africains n'ont plus demandé « Pourquoi est-ce impossible ?» Ils ont commencé à demander « Pourquoi est-ce absent chez nous ?» Et cette question est une arme. Elle force les gouvernements à se justifier. Elle force les systèmes à se dévoiler. La transparence n'est plus une idée occidentale, elle devient une exigence africaine. Et quand une exigence devient collective, elle devient irréversible. Ce procès a transformé l'imaginaire. Il a prouvé que l'Afrique n'est pas condamnée au secret. Elle est seulement dirigée. Trop souvent. Par ceux qui choisissent le secret, Traoré n'est pas la solution. Il est le symptôme d'une rupture. Un signal que l'ancien modèle craque, parce qu'un continent qui voit la justice en pleine lumière ne peut plus accepter l'ombre comme destin. L'impact le plus profond du procès n'est pas politique.
Il est psychologique. Pendant trop longtemps, un mensonge a été répété aux jeunes Africains, que leur continent serait naturellement incompatible avec la transparence, que l'obligation de rendre compte serait un luxe, que la corruption serait le prix inévitable de la stabilité. Ce procès a démoli ces récits avec la force du réel. La justice a été livrée ouvertement. Les preuves ont été lues publiquement, les conspirations ont été exposées sans détour. Et le ciel ne s'est pas effondré. Au contraire, la confiance a grandi, la légitimité s'est renforcée. L'investissement a augmenté. Ce simple fait détruit l'excuse centrale des régimes opaques. Nous n'avons pas le choix. Ils ont toujours eu le choix. Ils choisissaient simplement l'ombre. Quand les jeunes ont vu un dirigeant appliquer la loi avec rigueur plutôt que de protéger son cercle, ils ont compris que le problème n'est pas culturel, le problème est décisionnel. Ce procès a établi un benchmark. La corruption ne peut plus se cacher derrière le relativisme. Elle ne peut plus se déguiser en tradition. Elle ne peut plus prétendre être nécessaire. Elle est désormais visible comme ce qu'elle est, un vol organisé. Et ce benchmark n'est pas limité au Burkina Faso. Il voyage. Il s'installe dans chaque esprit qui a vu l'exemple. C'est pourquoi les anciens réseaux ont peur. Parce qu'ils savent qu'on peut négocier avec des États, mais pas avec une génération éveillée. Une génération qui ne demande plus « est-ce possible ?», mais qui exige « quand est-ce que cela devient universel ?» Le procès de Damiba a commencé comme une affaire judiciaire. Il est devenu une blueprint, un modèle reproductible. Et voilà la vraie menace. Une Afrique où l'opacité n'est plus normale. Une Afrique où les peuples regardent leurs dirigeants et demandent des comptes. Une Afrique où la légitimité ne vient plus des armes ou des alliances, mais de la lumière. Ce qui a commencé dans une salle d'audience à Ouagadougou n'est pas une fin, c'est une ouverture. Un procès contre un homme est devenu un procès contre un système. Un jugement contre Damiba est devenu une question posée à toute l'Afrique, parce qu'après avoir vu la transparence, on ne peut plus revenir en arrière. Le tribunal est devenu une salle de classe continentale. Il a enseigné une vérité brutale. L'impunité n'est pas une fatalité. Elle est une construction. Et toute construction peut s'effondrer. Aujourd'hui, deux futurs se dessinent. L'un où la lumière s'étend, où les peuples exigent des standards. Où la justice devient une norme africaine et non une exception spectaculaire. L'autre où les anciens réseaux ripostent, où l'ombre tente de reprendre le territoire perdu. Où l'exemple burkinabé est combattu parce qu'il prouve trop, et la question finale n'est pas juridique, elle est civilisationnelle. Quand un peuple voit ce que la dignité institutionnelle ressemble réellement, accepte-t-il encore de vivre dans le secret? Si vous croyez que la transparence n'est pas une faiblesse mais une force, laissez cette idée circuler. Discutez, partagez, refusez l'habitude de l'ombre. Parce que l'avenir appartient à ceux qui choisissent la lumière, et maintenant, l'Afrique a vu, elle ne pourra plus désavoir.